Cet entrelacement compliqué de lignes vous indique ce qui est assez bien résumé en bas, c'est que n'importe quelle combinaison matérielle et logicielle est compatible avec n'importe quelle autre combinaison. Donc dans le patch, on va voir quelques petites caractéristiques intéressantes pour aller vite. Donc mettre des noms aux projecteurs par groupe, donc avec les touches Shift et le déplacement par les flèches. On peut progresser rapidement comme ça pour créer des groupes de projecteurs par type. Et dans la colonne adjacente, on va pouvoir directement saisir au clavier des numéros de référence de gélatine. Donc vous tapez directement les numéros et lui les transforme suivant la librairie du fabricant. Donc c'est lit par défaut. Et pour le cas particulier de Roscoe, on ajoute un point avant de taper la référence. Ce qui lui fait comprendre que c'est du Roscoe. Ensuite, on va utiliser donc la fonction autogroupe qui va permettre de créer directement les groupes correspondant au type d'appareil tels qu'on les a désignés et aux couleurs dont ils sont équipés. Donc vous voyez qu'il a créé toutes les occurrences possibles des projecteurs par type, par couleur, et enfin les déclinaisons de chaque type dans chaque couleur. Ce qui fait quand même gagner un temps considérable. Donc là, on aborde cette fois les fonctions un petit peu particulières liées aux palettes. Donc comme on peut le voir, on peut directement assigner un temps en tapant au clavier avant d'exécuter la palette de couleurs, de position, de bim, sur n'importe quel paramètre, et qui permet donc d'avoir des temps multiples. Par exemple, ce genre d'effet de balayage, on rajoute un étoile après la valeur de temps et qui va donc faire un calcul de délai réparti sur l'ensemble des machines, que ce soit du centre vers les bords ou avec une syntaxe adaptée avec un plus qui va faire l'inverse, donc des bords vers le centre. Donc tout type de palette est fonctionnel avec cette syntaxe. Et là où c'est très intéressant, c'est que tout ça est mémorisé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez effectué ces opérations et enregistré dans une queue, la queue enregistre tous les temps relatifs aux manipulations que vous avez faites pour chaque projecteur. Ce qui vous permet de créer des effets très sophistiqués avec des manipulations assez courtes. Et vous pouvez bien sûr ensuite rééditer dans la queue Cette fois, on va regarder un peu les possibilités qui sont offertes pour créer très rapidement une séquence à partir de palettes. Donc vous sélectionnez les palettes et vous les copiez directement dans un playback. Et ce playback contient le nombre de queues correspondant au nombre de palettes que vous avez sélectionnées, avec les noms, les couleurs, les icônes, etc. Et vous n'avez plus qu'à restituer directement. Donc si une séquence vous a bien plu, donc là on va refaire une séquence de couleurs à partir des palettes, comme on a déjà vu. Et cette séquence présente beaucoup d'avantages et vous voudriez en disposer plus facilement pour l'appliquer un peu à n'importe quel type de machine. Vous pouvez en faire
un FX que vous nommez. Ce FX, on va ensuite le retrouver dans les librairies d'FX, dans la partie User. Et ce FX va ensuite pouvoir être appliqué à n'importe quelle machine qui a des paramètres compatibles. Voilà, donc vous voyez qu'on a récupéré l'intégralité des étapes de notre séquence de couleurs et on en a fait un FX qu'on applique à nos machines. Et vous voyez qu'on a exactement le même déroulé que si on le compare à la séquence qui nous a servi de source. On a bien exactement les mêmes enchaînements. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel type de queue, et avec des temps complexes et des enchaînements beaucoup plus fins que ce que vous feriez avec un FX paramétré. Alors voilà bien une fonction appréciée des gens de tournée. On est typiquement dans le cas où il y a des modifications entre deux lieux de la tournée et qu'il va falloir réadapter rapidement à la nouvelle configuration. Donc ici, on a des palettes qui ont été créées à l'origine sur le lieu de résidence et qui collent bien donc aux différents positionnements. Donc on en enregistre une queue qu'on va appeler lead et qu'on se met dans un coin. Ensuite, sur le lieu d'accueil suivant où il y a des modifications, et là par exemple, toutes les lyres du pont là ont été montées, tournées d'un quart. Ce qui fait que donc là on les tourne dans le visualiseur pour simuler la différence. Et là bien sûr, dès lors qu'on appelle une des positions qui avait été créée à la création, plus rien ne correspond. Ça va sans dire. Donc pour ce faire, on va donc sélectionner nos machines et on va repasser par la même procédure qu'on avait fait sur le lieu de création, c'est-à-dire qu'on va refaire notre point lead. Compte tenu donc de la nouvelle orientation des machines. Et on va mettre à jour la queue qui contient donc notre point lead. Et là, vous voyez qu'il nous propose une option Offset Patch. Et cette option va permettre d'aller directement ajouter dans le patch le fameux delta qui correspond donc à la différence de positionnement par rapport au show d'origine. Et comme cette modification intervient au niveau du patch, c'est-à-dire vraiment à la dernière étape de sortie du show, bah donc on n'a aucune édition ni de palette et encore moins de queue à faire, puisque c'est un filtre de sortie qui va donc ajouter ce delta aux valeurs d'origine. Ce qui fait que maintenant, vous voyez, si on rappelle donc notre point lead, bah bien sûr, donc lui il a été corrigé. Mais si on appelle donc les d'autres positions qu'on a créées, eh bien ces autres positions tiennent compte du delta qui est envoyé aux machines. Et donc toutes les queues qui ont été faites dans la séquence, évidemment, passeront par le même filtre de sortie que le set patch et ajustent vos positions finales. Donc là, on va voir une fonction aussi très pratique pour la tournée, qui permet de s'adapter rapidement au changement de matériel cette fois. Donc, on a enregistré des palettes sur le lieu de création avec un certain type de machine qui correspond, et on va être amené à modifier les machines sur le lieu d'accueil, parce que le kit existant est un peu différent. Et il se trouve que ce kit ne dispose pas tout à fait des mêmes fonctionnalités. Donc sur le lieu d'accueil, sur le lieu de création, on avait des machines sans zoom par exemple. Et là, on a maintenant des zooms sur nos machines d'accueil. Donc on va les régler aux mêmes tailles de faisceau que ce qu'on avait avec les machines d'origine.
Mais ces paramètres de zoom qu'on a dans nos palettes ne figuraient pas dans le show de création. Donc on ajoute ce paramètre de zoom dans la palette, mais ce faisant, on ne modifie pas les cues qui, elles, n'ont aucune référence à ce paramètre de zoom dans les palettes. Et c'est le gros problème, c'est que ça suppose de mettre à jour les cues compte tenu maintenant de l'ajout de ce paramètre de zoom dans les palettes. Donc là, on a ajouté le zoom dans notre palette. On a bien maintenant le zoom en plus du pan tilt dans notre palette de position. La palette de position qui nous sert. Et là, on va utiliser donc la fonction expand palette qui dit au système d'aller mettre à jour toutes les cues qui utilisent cette palette. Et ainsi, toute votre séquence maintenant a été réinitialisée avec le zoom ajouté à vos paramètres de position. Donc ici, on va voir un peu les possibilités qui sont offertes par la fonction Focus Line, qui est disponible dans la viewplot. Cette viewplot qui est disponible elle-même dans la MQ500 et dans toutes les consoles qui peuvent être connectées à un ordinateur et à laquelle aussi on accède sur la MQ80. Donc c'est une fonction qui permet d'aligner très rapidement des faisceaux, et ce, quelle que soit leur position relative. Comme vous le voyez ici, on a une structure en V au niveau des ponts, et on dessine très facilement une ligne parallèle à la scène au sol. Donc on a tous les outils nécessaires pour déplacer cette ligne, aussi bien à la souris qu'à l'écran tactile, ou en passant par les encodeurs à disposition de part et d'autre. Et on peut agir facilement aussi sur la longueur de la ligne, ce qui permet de définir la largeur sur laquelle vous voulez que soient étalés vos faisceaux. Et donc vous voyez que même en hauteur, on peut agir sur la ligne, ce qui fait qu'on peut répartir facilement une ligne en fond de scène, quelle que soit la hauteur d'accroche relative des différents projecteurs, et ensuite de pouvoir déplacer facilement cette ligne en lui conservant une rectilignité qui ne serait pas possible autrement, compte tenu de la différence de position d'accroche. Donc vous voyez qu'ici on peut faire facilement un nappage de gobo en fond de scène, ensuite l'étaler horizontalement à une hauteur donnée, et ce, quelle que soit l'accroche. Là, on agit à travers les encodeurs, donc là, on agit sur la hauteur de la ligne. Et maintenant, on va pouvoir aborder une nouvelle fonction. Donc il va s'agir cette fois de tracer une ligne dans des conditions assez difficiles, puisque là, ça va être un alignement sur un objet 3D avec une forme un peu difficile. Donc on va d'abord pointer le centre de la pyramide, ensuite le bas de la pyramide. Et enfin, donc avec les outils d'ajustement, de rotation de la ligne, on va pouvoir adapter directement, rendre la ligne bien parallèle
à toutes les lignes de pointe de la pyramide. Et donc vous voyez que les projecteurs sont dans une situation assez peu favorable, hein, puisqu'ils sont tous dans un alignement. Donc on va progressivement redresser la ligne pour la mettre dans l'axe de la pointe. Et enfin, avec la longueur de la ligne, on peut ajuster assez finement de la pointe à la base. Et ça, c'est un effet assez compliqué à réaliser sans cette fonction. Enfin, une dernière fonction liée à la focus line qui va permettre de réaliser très rapidement des effets de symétrie. Donc on sélectionne des projecteurs côté jardin et on va les aligner donc sur une ligne. Et on va se faire une diagonale de la pointe du pont jusqu'au point lead. Maintenant, on sélectionne les équivalents symétriques des machines qui se mettent automatiquement sur la même position de la ligne actuelle et on va enclencher la fonction mirror line qui va donc symétriser directement les positions des machines cour et jardin. Donc on a patché déjà un certain nombre de machines, créé des grilles avec les dalles, avec le rig, les spots, les wash, et enfin une combinaison de ce qui est accroché et des dalles de LED en fond de scène. Donc quand on va dans la fenêtre média, on va sélectionner le pixel mapper qui correspond à l'ensemble du rig. Et ensuite, on va pouvoir commencer à appliquer des FX sur cette grille. Donc on peut partir d'effets très simples, hein, comme une ligne verticale qui se déplace, ou horizontale. Donc ça c'est un peu toutes les banques d'effets qui existent de base dans le système. Et ensuite, sur chaque type d'effet, on a tout un tas de paramètres de réglage, tels que la période, la vitesse, le taux de remplissage, qui vont permettre d'altérer rapidement l'ensemble du rendu de l'effet. Donc là, vous voyez, on fait défiler rapidement un peu tous les types d'effets. Donc l'effet de snake, hein, qui permet de se balader. On peut agir sur la longueur du snake. On a un paramètre pour agir sur le nombre de snakes simultanés. On peut agir sur les couleurs. Donc vous voyez que là on utilise un rig tout à fait standard. Hein, il n'y a pas de, on n'a pas besoin forcément d'avoir des panneaux de LED pour faire ça. On peut agir directement sur un rig équipé de machines conventionnelles. Donc tous ces mouvements sont directement accessibles via la banque de FX qu'on trouve dans la fenêtre média.
Et là, vous voyez, par exemple, on peut avoir une ligne en rotation, on peut agir sur la largeur des pales, le nombre de lignes qui sont en rotation simultanée. Donc tout type d'effet qui serait quasi impossible à réaliser autrement. Ça demanderait une construction de séquence absolument incroyable. Alors que là, vous voyez, on a tout de suite un rendu immédiat, et ce, quelle que soit l'accroche des machines, l'ordre dans lequel elles ont été sélectionnées, etc. Là, on applique vraiment un média sur l'ensemble du rig. Donc après, évidemment, on peut appliquer les médias qui sont directement disponibles dans le système. Donc ça, c'est toutes les banques de médias qui sont installées avec MagicQ, que ce soit sur PC ou dans les consoles. Et bien sûr, comme ce ne sont que des images bitmap, vous pouvez évidemment rajouter les vôtres, aussi bien que utiliser la très grande banque d'images qui existe avec tous les gobos, les couleurs, etc. Dans le système. Et ça supporte aussi bien le BMP que le PNG, et depuis quelques versions déjà, le GIF, pour avoir directement des animations sans passer par de la vidéo. Le moteur d'effet, c'est vraiment une particularité de Sham6 qu'on trouve pas tellement ailleurs à ce stade. Et en général, il faut avoir recours à des outils dédiés tels que les médias serveurs. Donc là maintenant, on est sur la dalle de LED sur laquelle, vous voyez, on fait à peu près les mêmes choses avec un rendu différent, mais on applique les mêmes FX qu'on l'appliquait tout à l'heure sur le rig, et avec les mêmes types de réglages. Donc là, évidemment, comme on a une résolution bien plus intéressante, les effets ont tout de suite une autre apparence. Et vous voyez qu'on peut agir sur le type de l'effet, aussi bien que sur l'angle qu'on veut donner aux effets, la rotation continue, les couleurs. Donc c'est une vraie panoplie de FX ultra complète, et chacun agrémenté de beaucoup de paramètres de réglage qui permettent à partir d'un seul effet d'avoir énormément de possibilités. Donc dans la console, on trouve aussi des clips tout faits. Donc ces clips, c'est des petites vidéos à un format Sham6. Et vous pouvez donc partir de n'importe quelle vidéo dont vous disposez et la convertir via le menu Tools, et le convertir en basse résolution à la bonne résolution qui correspond à votre support physique. Donc là, en l'occurrence, sur une dalle de LED comme ça, vous allez travailler avec 20 par 15 pixels. Donc c'est pas la peine de mettre de l'image HD là-dedans qui oblige la machine à calculer pour rien, puisque de toute façon, le support physique ne pourra pas l'afficher. Et donc vous voyez à travers ces exemples qu'on peut faire très très rapidement un grand nombre d'effets en agissant sur les couleurs, les positions, la façon dont on applique le média, la façon dont on resize le média, qu'on le déplace sur le support. Donc ça permet énormément de choses. Donc là on travaille sur une combinaison un peu plus sophistiquée, puisque là on mélange, donc on utilise la grille de combinaison qui va prendre tout le rig plus les dalles de LED du fond. Et vous voyez que toute action qu'on applique sur cette grille va donc directement être appliquée sur l'ensemble rig plus dalle. Et tout ça suit parfaitement, puisque c'est une même image, vous voyez, qu'on fait défiler dans un sens ou dans l'autre, et qui s'applique directement sur l'ensemble du média. Tout dépend après, évidemment, comment vous avez configuré votre grille. Et vous voyez que si on applique des FX sur l'ensemble, ça permet d'avoir des effets un peu de profondeur, comme ça, où on va aller vraiment de l'avant-scène vers le lointain pour finir complètement verticalement sur le mur de LED. Donc ça permet vraiment des effets très sophistiqués avec un minimum de manipulation. Je dirais la partie la plus délicate est sûrement évidemment la construction de la grille en fonction de comment vous voulez que les médias réagissent. Mais une fois cette grille faite, après vous pouvez vraiment appliquer vos effets
très simplement. Donc là, vous voyez, on applique des clips vidéo sur l'ensemble de toutes les machines de la scène. Donc maintenant, on va aborder la question du texte, qui est très facile à mettre en œuvre ici. Donc il suffit de taper son texte directement, de le saisir avec le clavier, et ensuite de le voir directement apparaître sur la grille. Et donc sur ce texte, on peut évidemment agir de différentes façons. À savoir qu'on peut facilement modifier tout ce qu'on a déjà vu précédemment, c'est-à-dire les positions, l'orientation, changer les angles de défilement, agir sur les couleurs, comme sur n'importe quel autre objet fixe ou média qu'on applique sur la grille. Donc là, on va ajouter maintenant le contenu envoyé sur le média serveur Magic HD, là, qui gère de la vidéo. Donc on visualise sur l'écran du visualiseur ce qu'on envoie comme image, comme clip vidéo sur ce média serveur. Donc là, ça représente ce que l'écran reçoit comme flux vidéo. Et on peut récupérer via CITP ce flux vidéo qu'on va pouvoir appliquer directement sur notre matrice. Et là, vous voyez que le flux vidéo qu'on envoie du média serveur, Magic HD, est retranscrit directement sous forme de pixel mapping sur l'ensemble du rig, que ce soit les dalles ou les machines accrochées. De telle façon qu'on puisse créer facilement une ambiance sur le plateau qui suit le contenu vidéo. Donc c'est un moyen d'accorder rapidement les couleurs de la vidéo avec ce qui se passe sur scène. Enfin, l'argument ultime, le tarif, qui pour une console comme la MQ500, le très haut de gamme, fournit deux bases avec 64 univers, qui peut être monté jusqu'à 200 univers. Donc une console à moins de 20 000 euros, avec une licence à 3 000 euros pour passer à 200 univers. On est assez loin des tarifs en vigueur sur le marché pour une telle capacité. Et ça la positionne assez avantageusement sur toutes les scènes qui sont de plus en plus demandeuses en ressources, à savoir toutes les machines multi-éléments qu'on trouve de plus en plus fréquemment sur les grosses prestations. Certains de ces projecteurs en mode pleine utilisation consomment jusqu'à 150, 160 circuits par machine, ce qui fait qu'on est à 3 machines par univers et que sur un kit un peu conséquent, on arrive facilement à des capacités de 30, 40, 50 univers. Donc la réalité économique est qu'avec ce principe de 64 univers, aussi bien sur la version PC que sur la MQ500, il n'y a rien d'autre à ajouter d'externe pour pouvoir utiliser pleinement les capacités de la console.